Madame, Monsieur, bonsoir. Maurice Arex a passé sa première journée en prison. La classe politique varoise se dit consternée par l'image que donnent Toulon et le département du Var. Peut-être une nouvelle vague de délocalisation dès le mois de septembre. Plus de 10 000 salariés d'entreprises publiques pourraient être mutés dans les grandes villes de province. L'actualité à l'étranger avec le face-à-face entre Silvio Berlusconi et les parlementaires italiens qui lui reprochent de mélanger ses affaires et la gestion du pays. Le Rwanda, avec une incertitude toujours aussi grande sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour des réfugiés. Et puis, dans un petit quart d'heure, nous devrions être en direct de Monaco avec Patrick Montel pour le retour de Marie-Josée Pérec, un 400 mètres très important à 5 jours des championnats d'Europe à Helsinki. Pour la 4e fois sous la 5e République, un parlementaire français se retrouve donc en prison à 77 ans. Maurice Arex a été mis en examen pour corruption active hier soir. Dans le milieu politique varois, les responsables locaux sont partagés un peu en fonction de leur appartenance politique. Les uns éprouvent de la tristesse pour l'homme, les autres sont consternés pour l'image de leur région. Enquête de Michel Fine et Laurent Amida. Si il a fauté, il faut qu'il paye. Maintenant, s'il n'a pas fauté, je dirais aussi c'est malheureux qu'il soit incarcéré. Voilà. En 40 ans de politique, ils ont élu Maurice Arex conseiller municipal, conseiller général et puis maire. Aujourd'hui, c'est à peine s'il s'étonne de le voir partir en prison. Moi j'ai dit que c'était une bonne chose et qu'on n'en faisait pas assez. Moi j'ai dit que c'était trop tard. Enfin ça aurait pu être plus tôt, surtout. Voilà. Pourquoi? Il y a 15 ans, parce que ça fait 15 ans que ça dure. 15 ans qu'on est berné, 15 ans qu'on est vraiment... on est spoliés. Ouais. Non, uniquement les candidats. François Trucy occupe depuis 1985 ce fauteuil de maire qui fut pendant 27 ans celui de Maurice Arex. En un mot, il résume le sentiment qui a frappé hier les compagnons de route de l'ancien maire, la consternation. Quand on a été maire 27 ans d'une commune, qu'on a rendu beaucoup de services, qu'on était proche des gens, ça terrifie les gens. Deuxième aspect des choses, voilà 4 mois que l'affaire est dans la presse d'une manière assez lancinante et ce n'est que hier que la justice a rencontré le justiciable. Ça trouble. Troublée, Odette Casanova l'est beaucoup moins. Conseillère municipale socialiste, elle se bat depuis des années pour dénoncer ce qu'elle appelle le système Arex. Un système, c'est pas une affaire et un homme. C'est un réseau, ce sont des affaires, ce sont des dossiers qu'il faut faire tous sortir. Sinon, ça veut dire que quelque part ailleurs, il y aura un arrangement entre le RPR et le PR et que M. Pasqua sera contenté de faire payer un homme ou quelques hommes, parce que les quelques chefs d'entreprise qui sont actuellement en prison, ce ne sont pas les premiers responsables du système Arex. Aujourd'hui, dans le Var, d'autres hommes politiques au sein du RPR ont préféré se taire. Pour eux, l'incarcération de Maurice Arex ne doit pas être un but, mais le point de départ de ce qu'ils appellent la grande lessive du Var. Les avocats de Maurice Arex lui ont rendu visite à la prison des Baumettes à Marseille dans la journée. Ils l'ont trouvé fatigué, mais serein. Reportage à Marseille de Patrice Velay et Gérard Gallien. C'était la grande crainte de Maurice Arex, se retrouver en prison. Hier soir, 21h30, c'était fait, le juge avait tranché. Pourtant, le sénateur du Var sera ici, aux Baumettes, un détenu particulier. Il ne connaîtra pas la promiscuité des cellules surchargées, ni les contraintes de la promenade collective. Car il s'est vu attribuer une cellule dans l'hôpital de la prison, juste derrière ses murs, à l'écart de la vie pénitentiaire. Cet après-midi, ses avocats, après 2 heures d'entretien, donnaient les premières nouvelles de Maurice Arex. Il est seul en cellule, il est un peu isolé pour ne pas avoir de difficultés de quelque manière que ce soit, surtout parce qu'il est dans la phase d'incarcération qui est la plus difficile et la plus pénible, parce qu'on n'a pas encore recréé un environnement quand on arrive dans une maison d'arrêt. Il est entouré par des gardiens qui le trouvent sympathique et qui naturellement sont sympathiques avec lui à partir de ce moment-là. Autrement dit, il souffre de sa détention actuellement le moins possible. Dans sa prison-hôpital, Maurice Arex est suivi médicalement, surveillance du cœur et de son cancer de la prostate. Mais il est par ailleurs un détenu comme les autres, plus aucun papier d'identité, plus d'argent liquide et un numéro d'écrou en face de son nom. Maurice Arex va donc affronter sa 2e nuit en prison. Ce soir, comme les autres détenus, il a dîné vers 17h30. Lecture de la Bible, télévision ou tout simplement repos sont désormais ses uniques passe-temps, en attendant la nouvelle convocation du juge Thierry Roland, prévue pour mardi prochain à Toulon, une audition sur le fond du dossier.
Bernard Tapie essaie lui de récupérer ses meubles. Il a assigné le Crédit Lyonnais en justice. Il demande l'annulation ou la suspension de la saisie de jeudi dernier. L'affaire devrait être plaidée le 16 août prochain. Vous vous souvenez de la levée de boucliers qu'avait provoqué la décision d'Édith Cresson, alors Premier ministre, de délocaliser plus de 7000 emplois. C'est ainsi que l'ENA, l'École nationale d'administration, s'était retrouvée à Strasbourg. Eh bien, le Conseil interministériel pour l'aménagement du territoire s'apprêterait à faire encore plus fort. Au mois de septembre, plus de 10 000 emplois publics pourraient déménager de Paris vers la province. Régis Cotias. Hiver 92, les futurs délocalisés manifestent dans les rues de Paris. Été 94, c'est en pleine vacances que l'on reparle des délocalisations. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, le gouvernement décidera de nouveaux transferts d'administration et d'établissements publics. Sur la liste des départs, l'Agence de l'eau Seine et Normandie, l'Atelier des monnaies et médailles, l'École des douanes ou de l'administration pénitentiaire. Un mouvement plus important encore que les délocalisations proposées par Édith Cresson, ancienne Premier ministre. Selon un document préparatoire au comité interministériel, 10 800 emplois publics sont concernés. Déjà mécontents des précédentes délocalisations, les opposants à ces transferts s'inquiètent. 90% des personnels ne suivent pas. Et ces gens-là, que deviennent-ils? Parfois ils sont reclassés, parfois ils ne sont pas fonctionnaires. Ça concerne un tiers des délocalisés. Ce sont des salariés de droit privé. Et dans ce cas-là, c'est le licenciement, comme dans n'importe quelle entreprise. Problème aussi pour le fonctionnement des établissements. Parce que vous imaginez que ces établissements qui perdent leur personnel, qui doivent se reconstruire donc de fond en comble, connaissent de graves dysfonctionnements, ils ont des difficultés. Et tout ça coûte très cher à la collectivité, tout simplement. Du côté du gouvernement, on confirme que les délocalisations sont bel et bien au programme. Les agents des établissements concernés ont déjà été prévenus, mais aucune date n'est annoncée. En revanche, quelques préavis de grève sont d'ores et déjà déposés contre ces transferts. La fièvre à peine retombée entre les pêcheurs français et espagnols, c'est maintenant une bataille navale franco-britannique qui menace sur la Manche. Des bateaux de pêche anglais ont tenté récemment une incursion dans les eaux territoriales françaises. Autour de Jersey et Guernesey, l'enquête de Thierry Chauffour et Patrick Soulabaye. Entre pêcheurs français et anglo-normands, le drapeau noir est à nouveau hissé. Hier, une vedette des affaires maritimes a arraisonné un bateau de pêche de Guernesey dans les eaux territoriales françaises. Un incident qui remet à jour un conflit séculaire entre pêcheurs britanniques et français. Les gens de Guernesey revendiquent de soi-disant droits historiques dans une zone qui est située au large des Roches d'Ouve, zone française, et une zone qui appartient donc appartient entre guillemets donc aux pêcheurs locaux, et ces droits historiques n'ont jamais pu être reconnus. Mais cet archipel rocheux entre les côtes bretonnes et anglo-normandes n'est pas le seul enjeu de cette polémique. Français et guernésiais utilisent des méthodes de pêche différentes et cette fois, la productivité est largement à l'avantage des Britanniques. Grâce à des casiers plus performants, un homme à bord d'une petite embarcation fait le même travail que 4 Français sur un bateau de 12 mètres. Alors, Bretons et Normands parlent de pillage des fonds. Il faut voir que pour un homard qui fasse sa taille, il faut 3 ans. Pour un tourteau d'1 kilo, il faut 5 ans. C'est pas des espèces qui poussent comme des mauvaises herbes. On remarque quand même que si les Anglais viennent maintenant aussi près de nos côtes, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ont pêché tout ce qu'il y avait à pêcher chez eux et ils se rabattent dans les endroits qui sont un petit peu plus prometteurs pour les crustacés. Et nous n'acceptons pas ce genre de façon de procéder. Si l'incompréhension est totale entre Français et Britanniques, le conflit n'a pas encore dégénéré. Et l'Europe n'y est pour rien, c'est entre Paris et Londres qu'une solution devrait être trouvée avant que les uns et les autres n'utilisent des méthodes plus expéditives. Sur le rail maintenant, la SNCF va être obligée de réviser tous les tarifs qu'elle pratiquait jusqu'à maintenant sur les TGV à destination du nord de la France. Il y a 3 mois, ce sont les usagers qui avaient protesté contre le prix exorbitant de certains billets. C'est maintenant un rapport d'expertise qui parle d'une tarification incohérente. Bref, il faudra tout revoir, mais la SNCF ne semble pas très pressée. Isabelle Delion et Pascal Golomer. Ce n'est pas un usager en colère, mais un préfet en vacances. Un préfet qui ne mâche pas ses mots. Dans son rapport commandé par la SNCF, Gilbert Carrère qualifie la tarification du TGV Nord de rigide, complexe, incohérente, avec pas moins de 39 possibilités de prix. Alors monsieur le préfet fait des propositions. D'abord, supprimer la réservation obligatoire, pour les heures creuses par exemple. Réduire le nombre de niveaux de prix des billets, réduire notamment le prix des premières classes.
Réduire aussi les prix pour les abonnés, eux qui payent actuellement 4 000 francs pour 40 trajets Paris-Lille, beaucoup plus que les abonnés du TGV Atlantique. Apporter surtout davantage de souplesse dans ce système d'abonnement. Revenir enfin au tarif par kilomètre que la SNCF avait abandonné sur cette ligne. En voulant s'adapter à la concurrence, la SNCF a évidemment rendu plus complexe un système de tarifs. Mais tous ces dispositifs, ces avantages commerciaux, joints à une tarification déjà rendue plus complexe, tout ceci a évidemment créé un système dans lequel l'usager a du mal à se retrouver. Les associations d'usagers, justement, jubilent en voyant toute la politique commerciale qu'ils critiquent depuis plus d'un an remise en cause officiellement. Une politique que la SNCF veut bien aménager, mais progressivement. J'ai des réunions de concertation avec l'ensemble des associations d'usagers qui commencent. La première doit avoir lieu le 13 septembre. Donc on en parlera en septembre. Et je dirais qu'à la cadence qu'on a, on fera ça sans doute dans le courant du premier semestre 95, sans que je puisse m'engager au-delà aujourd'hui. Pas de précipitation donc, rien de très précis non plus. Les fameuses RESA TGV ont sans doute encore quelques beaux jours devant elles. Un autre rapport publié aujourd'hui, celui de la commission qui a enquêté sur le crash d'un A330, le dernier né des Airbus. C'était au cours d'un vol d'essai à Toulouse il y a un mois. L'appareil ne serait pas directement en cause, il s'agirait en fait d'une série d'erreurs de l'équipage. L'accident avait fait 7 morts. Patrice Pellet. Le rapport préliminaire de la commission d'enquête ne remet pas en cause le fonctionnement de l'A330. Il explique en revanche que l'accident est imputable à une suite de mauvaises opérations effectuées par l'équipage. Rappelons les faits. Il s'agit ce 30 juin de tester l'A330 dans des conditions extrêmes avec des moteurs Pratt & Whitney. Atterrissage, redécollage immédiat, le pilote automatique est enclenché, un moteur réduit. Des tests éprouvants pour la machine comme pour l'équipage. Pilote et copilote auraient alors fait preuve d'une attitude trop confiante envers leur machine. Ils auraient laissé à un certain moment le vol se dégrader volontairement pour voir les réactions de l'avion. 2 petites secondes ont suffi pour que l'A330 décroche et plonge vers le sol. Chacun des 2 membres importants de l'équipage, c'est-à-dire le chef pilote qui était aux commandes et l'ingénieur qui était derrière dans l'avion, comptait un peu sur l'autre pour arrêter l'essai. Et chacun d'eux voulait poursuivre l'essai jusqu'à la limite possible pour avoir tous les renseignements nécessaires. Devant l'imminence de la catastrophe, le pilote a bien réagi en ramenant les ailes à l'horizontale, mais l'avion était trop bas. Ce soir, plusieurs syndicats de pilotes se plaignent des conclusions de ce rapport préliminaire les mettant en cause. Ils trouvent surprenant, par exemple, que l'analyse des données de l'accident ait été confiée à des militaires alors que l'A330 est un avion civil. Les ventes de voitures ont progressé de 9,3% au mois de juillet par rapport à juillet 93. Renault reste la marque la plus vendue en France, mais ce sont les Peugeot qui enregistrent la plus forte hausse, plus 15%. Et c'est précisément parce que trop de voitures roulent chaque jour depuis 30 ans sur le bitume de l'autoroute à l'entrée sud de Paris que la bretelle qui mène jusqu'à la porte d'Orléans a été fermée pour un mois. Ambiance aujourd'hui avec Sébastien Vibert et Joseph Bachtik. Le jaune, voilà une couleur que les automobilistes détestent. Synonyme de travaux, déviations, bouchons. Et ça tombe mal, il y a du jaune partout sur la 6 depuis ce matin. Mais les automobilistes sont plutôt philosophes. On a reçu des petits papiers avec les itinéraires à suivre. Et apparemment, ça se passera bien. Je pense que ça va se passer bien. Il faut bien comprendre qu'ils sont obligés pour faire les travaux de temps en temps de la fermer. C'est certain. À mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Finalement, je n'ai même pas vu qu'il y avait des points de délestage ou des déviations. Il n'y a rien. Je vais voir. Mais comme toujours, les choses se passent bien en France. En tout cas, sur l'autoroute, hier soir, ça s'est bien passé. La fermeture de la voie province-Paris, entre Orly et la porte d'Orléans, a duré à peine 2 heures. Le temps pour les machines d'aménager sur l'autre voie, Paris-Province, une route en double sens. Les rangées de plots en béton ont été déplacées et disposées au centimètre près. Chaque plot pèse quand même une demi-tonne. Et puis la signalisation a été masquée, la 6 pour 3 semaines n'existe plus. Sauf pour 300 ouvriers. Ils vont jour et nuit installer sur 10 km d'autoroute un revêtement tout neuf. Fini les fissures, craquelures et autres trous que les motards redoutent tant. Fini la route transformée en patinoire les jours de pluie. Il y aura à la place un revêtement qui absorbe l'eau et le bruit. Plus sûr, plus silencieux.
Et si les travaux se passent bien, c'est l'autre sens, Paris-Province, qui sera l'année prochaine fermé pendant l'été et refait à neuf. Voilà, une petite parenthèse sportive, puisque je vous le disais en titre, nous allons nous retrouver dans un instant en direct avec Patrick Montel, en direct de Monaco, donc, où se déroule une rencontre d'athlétisme extrêmement importante. Nous allons assister en direct dans quelques instants aux 400 mètres plat féminin, une course à laquelle va participer Marie-Josée Pérec, notre star nationale. Vous la voyez ici sur ces images, une rencontre importante et une course importante pour Marie-Josée Pérec, puisque, vous le savez, nous sommes à 5 jours des championnats d'Europe d'athlétisme, championnats d'Europe qui se dérouleront à Helsinki. Marie-Josée Pérec qui était en délicatesse, en petite forme ces jours derniers, elle était repartie avec son entraîneur aux États-Unis, elle avait refusé de participer au championnat de France. Je pense que nous devrions dans un instant être en direct, puisque je vois que les athlètes se préparent, avec Patrick Montel à Monaco. Attention à la corde, elle est championne du monde, elle, du 800 mètres, certes, ce n'est pas sa distance. Test très très dur, malgré tout le talent de Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, au couloir numéro 4, donc, dans ce 400 mètres. C'est la grande rentrée de Marie-Jo, qui va tenter, dans une course digne des championnats du monde, d'aller rassurer tout le monde. Et elle aura, je vous le rappelle donc, juste devant elle la championne du monde Girls Miles, et juste encore devant au couloir numéro 6 Kaiser Braun, qui a terminé deuxième à Stuttgart. Alors attention également à la corde où se trouve la petite mozambicaine Maria Mutola, qui est la championne du monde du 800 mètres. C'est compliqué, mais sachez qu'il y a tout que des championnes dans cette course, et que Marie-Josée Pérec vient de s'élancer au couloir numéro 4. Elle qui n'a pas couru depuis samedi, elle est en train, elle a fait un départ suicide, elle est partie extrêmement vite, elle est revenue complètement sur John Spice, la championne du monde, qu'elle avait déjà battue à New York. Elle est en train de ridiculiser dans les 200 premiers mètres. Marie-Josée Pérec a pris tous les risques, on sait qu'elle a horreur d'être battue, on sait qu'elle est venue ici à Monaco pour rassurer tout le monde et surtout pour se rassurer elle-même. Marie-Josée Pérec pour l'instant qui fait un bon virage de Bernard Befessine, qu'elle pioche un peu, alors qu'à l'extérieur, Sandy Richards, la Jamaïcaine, est pas mal non plus. Mais Marie-Josée Pérec est pour l'instant en tête. Oh, elle est en train de souffrir terriblement, Marie-Jo. Elle est en tête, mais attention, ça revient très fort derrière. Marie-Josée Pérec qui va remporter ce 400 mètres d'une manière extraordinaire. Attention chrono, 49 secondes et 97 centièmes. C'est la meilleure performance mondiale de l'année pour Marie-Josée Pérec. Expliquez-moi, Bernard, comment un tel phénomène est possible? Elle n'a pratiquement pas couru de l'été. Elle n'a pas couru d'un mois, c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour qualifier ce qu'elle fait. Plus que son palmarès, championne olympique, championne du monde. La manière, je crois que c'est unique dans les annales de l'athlétisme de voir une personne arrêtée pendant pratiquement un mois, reprendre pendant 10 jours et se permettre de battre la championne du monde en titre. Oh là là, pourvu qu'elle ne soit pas disqualifiée pour un petit pied sur la piste. Ah, ça y est, ouais. Elle a peut-être mordu dans le virage. Les vieux démons, Patrick, les vieux démons, souvenez-vous, Barcelone et la Coupe du Monde, c'est un détail, ceci dit, même si elle est disqualifiée, c'est un détail au regard de l'apparition qu'elle a faite, qui elle, ce soir, regardez, Bernard, regardez. Stupéfiante. Elle est dans le couloir voisin. Elle est dans le couloir voisin, très certainement elle sera disqualifiée, le temps ne sera pas homologué, alors ajoutez peut-être un petit centième, ça ne change pas la figure de sa performance. Ouais, on va voir tout de suite avec Nelson, si Nelson arrive à attraper Marie-Jo, ça va pas être évident. Ce qu'elle pense de sa course, mais de toute évidence, c'est un exploit. Patrick Montel et Bernard Faure après le film de la soirée aux environs de 22h20. Et d'ici la fin de ce journal, sans doute la décision officielle donc des juges de cette rencontre d'athlétisme de Monaco concernant la victoire ou non de Marie-Josée Pérec. Et comme l'on vit une époque formidable, il est maintenant possible de connaître par téléphone l'emplacement des radars, qu'ils soient fixes ou mobiles, sur les autoroutes et les nationales partout en France. On ne sait pas très bien qui se cache derrière ce nouveau serveur téléphonique. Eradfest et Luc Bachofen ont enquêté. Bonjour et bienvenue sur le service carte des radars. Avant tout, appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. La CB et les appels de phare, c'est du passé. Aujourd'hui, il suffit de décrocher son téléphone pour obtenir des bons tuyaux sur les radars routiers. Depuis un mois, un serveur vocal donne la liste de leur emplacement sur les autoroutes et les nationales. En guise d'avertissement, le serveur prévient. Nous vous rappelons que cette carte des radars n'est pas une invitation à violer la loi, mais bien un encouragement à lever le pied. Prudence donc, d'autant que la liste des radars est loin d'être exhaustive. Il manque les radars volants, de plus en plus répandus. Une information partielle, cher payée, même si les responsables du serveur vocal se défendent d'avoir monté un attrape-nigo. On ne pousse pas les gens à y aller. Ensuite,
que les gens payent ça un petit peu cher. Il y a un service qui s'appelle Itin, qui est un service d'itinéraire qui est mis en place par la prévention routière, qui est une maison sérieuse avec qui vous avez dû être en contact et qui est exactement au même coût. La carte des principaux radars routiers est connue depuis longtemps. Un service Minitel l'a divulguée depuis 3 ans et les journaux spécialisés ont repris l'information. Reste à savoir si ces pratiques sont légales. Jusqu'à présent, les services de police ont fermé les yeux. Mais si le phénomène s'amplifie, il pourrait bien se montrer moins indulgent. L'actualité à l'étranger maintenant. Depuis une vingtaine de minutes, Silvio Berlusconi se retrouve face aux parlementaires italiens. Un nouvel exercice de séduction pour prouver qu'il est effectivement prêt à séparer désormais ses affaires et la politique. Exercice d'autant plus difficile que M. Berlusconi, dans les derniers sondages le mois dernier, dégringolait. À Rome, Frédéric Crotta et Philippe Deslandes. Ce soir? Quel jour on est? Mardi? Je ne sais pas, je crois qu'il y a un film, non? Je ne sais même pas ce qu'il y a ce soir à la télévision. Eh bien, ce soir, madame, sur la 3e chaîne de télévision publique, nous avons le cirque, une excellente émission de variété. Sur la 2, nous aurons peut-être cela. À 2 jours de la fin de la session parlementaire, le débat de ce soir est capital. Silvio Berlusconi présentera sa défense et s'expliquera sur son intention de séparer ses activités politiques de ses affaires personnelles. Déjà légèrement affaibli par le président de la République, Scalfaro, qui le juge anticonstitutionnel, le projet de Silvio Berlusconi essuiera les foudres d'une partie de sa majorité. La Ligue du Nord, qui ne veut à aucun prix renverser le gouvernement, souhaite tout de même se démarquer et faire une contre-proposition. Si le président du Conseil propose quelque chose, et si nous sommes d'accord, tout va bien. Mais si nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous le disons. Silvio Berlusconi sera également interrogé par les députés sur ses rapports avec la justice. Il ne s'en cache pas, le président du Conseil est sérieusement agacé par les juges. L'opération main propre n'est pas passée loin. Paolo, son frère, est toujours aux arrêts à son domicile. Au cours de ce débat qui va durer plus de 3 heures, Silvio Berlusconi va tenter de rassurer et de calmer les éléments fragiles de sa majorité. Il le sait, il joue une carte importante, cela fait 3 mois qu'il dirige le pays et ce soir, il pourrait bien réserver, comme l'a laissé entendre son porte-parole, de nouvelles surprises. À Belgrade, le gouvernement serbe menace de rompre toutes ses relations avec les Serbes de Bosnie s'ils rejettent le dernier plan de paix qui leur a été proposé. Le Parlement des Serbes de Bosnie devrait donner une réponse définitive demain. Et puis au Rwanda, sur plus d'1,5 million de réfugiés, seulement 70 000 auraient décidé de rentrer dans leur pays. Ce sont des statistiques évidemment très partielles. Les organisations humanitaires tentent de les convaincre, mais le retour à Kigali, la capitale rwandaise, reste extrêmement périlleux, comme en témoigne ce reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Claude Barnier. Même si la guerre est finie, les hôpitaux de Kigali ne se vident pas. Ou si peu. Ici, à l'hôpital du Comité international de la Croix-Rouge, sont hospitalisées 290 personnes. La peur, aujourd'hui, avec le retour des réfugiés, c'est le choléra. Pour l'instant, il n'y a pas d'arrivée en masse de personnes malades. Il y a des gens faibles qui reviennent du Zaïre avec différents symptômes. Mais on ne peut pas parler d'une épidémie de choléra à Kigali. Et notre ingénieur en eau et assainissement de l'eau est en train d'essayer de remettre en route une partie du système d'eau en ville. Et si on arrive à ça, c'est un peu la course contre la montre entre l'ouverture des dispensaires plus l'accès à de l'eau en qualité et en quantité. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter trop, mais c'est toute une question de nombre. Mais il n'y a pas que le choléra, il y a aussi les amputations. En retournant chez eux, ces réfugiés ne savaient pas que les combattants avaient laissé derrière eux des mines un peu partout. Devota a 15 ans, elle est enceinte, sa vie a basculé il y a 3 jours. Ma mère est morte, moi je suis mariée, mais je ne sais pas ce que je vais devenir avec ma jambe coupée. Et après tout, je ne suis pas mort. Le pied a été amputé, heureusement ça vient de guérir, voilà. Ça s'est déjà collé. Je pense que malgré tout, je peux continuer à étudier. Et par chance, si je parviens à réussir, je peux continuer. La vie peut continuer quand même. Qu'ils ont du courage, ces Rwandais, ils ont tous perdu une grande partie de leur famille. Ils ont connu les massacres et l'exode, et ils réapprennent à vivre aussi. On trouve trop peu, mais jusque-là, on apprend que dans des maisons un peu partout, il y a des malades, des patients qui pourrissent là-bas. Ils n'ont pas les moyens de venir ici, faute de transport, faute de gens qui peuvent l'aider à les soulever, arriver ici, ils pourrissent beaucoup.
Il n'y a pas encore assez de médecins, de spécialistes, en un mot d'aide pour ces hommes et ces femmes. Et aujourd'hui, on ne se demande plus s'ils sont Hutus ou Tutsis. Un autre chiffre donne la mesure de cette tragédie rwandaise. 120 000 enfants sont considérés comme des orphelins. Leurs parents sont morts ou sont portés disparus. Et ce sont parfois les gens qui travaillent sur le terrain, des docteurs ou des infirmiers, qui décident de les adopter. Reportage de Philippe Gassot et André Issora. Ici, tous les jours, sur le bord de la route, on retrouve des enfants que la misère a laissés seuls. Ils attendent souvent assis à côté de leurs parents morts. Le manque d'eau ou le choléra leur laisseront peu d'espoir. Le sort parfois, ou allez savoir quoi, en décide autrement. Et ceux qui pensent que ces enfants-là sont différents des autres se trompent. Ils appellent leurs parents, comme chez nous. Cette petite fille-là n'a pas l'intention de s'en laisser compter. Ici, au milieu des petits malades, elle incarne la vie. Comme tous les enfants du monde, elle n'aime pas les piqûres et elle le fait savoir. Il faut dire qu'elle fait partie, dans son malheur, des privilégiés. On l'a trouvée où, cette petite fille? N'est-ce pas sur la route? N'est-ce pas sur la route? Elle était toute seule? Ah oui, il a perdu son père, sa mère, ses soeurs, ses frères. Elle vous l'a dit? Elle peut parler? Oui, il peut parler. Il parlait, donc il cherche son papa, sa mère. Et la petite médaille qu'elle a autour du cou, c'est tout ce qu'elle avait? Oui. Après les soins, que va-t-elle devenir? Je vais le garder comme s'il est mon enfant. Oui. Vous n'allez pas la mettre chez les orphelins? Normalement, je préfère le garder. Joseph, pourquoi avez-vous choisi de prendre cette petite fille-là au milieu de milliers? Normalement, c'est la toute première que j'ai rencontrée sur la route. C'est vous qui l'avez ramassée? Oui, moi-même. Et vous allez l'appeler comment? Je vais l'appeler mon espoir. Je l'ai bien dit. Mon espoir, puisque c'est son nom, n'a pas arrêté une seconde. On peut donc être une petite orpheline rwandaise, se battre pour la vie et avoir quand même un fichu caractère. Dernière information en provenance du Rwanda ce soir. Un porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, accuse des soldats zaïrois d'avoir pillé une partie de l'aide alimentaire qui était destinée aux réfugiés rwandais. Cette aide alimentaire se trouvait sur l'aéroport de Goma, donc dans l'est du Zaïre. Aux États-Unis maintenant, rien n'arrête les incendies qui font rage depuis 2 jours, ni les 14 000 pompiers envoyés pour combattre les flammes, ni les militaires qu'ils ont appelés en renfort. Olivier Sioux. Et maintenant, les Marines. 1500 soldats sont venus prêter main forte aux 14 000 pompiers qui tentent de venir à bout des incendies de forêt au nord-ouest des États-Unis. En quelques jours, plus de 100 000 hectares de pins sont partis en fumée. Et depuis le début de l'année, c'est l'équivalent d'un département français qui a été détruit par le feu. Un feu attisé par le vent violent qui souffle depuis le week-end. Et la situation devrait encore s'aggraver dans les heures qui viennent avec de nouveaux orages. Leavenworth, une petite ville touristique de l'État de Washington, est presque cernée par les flammes. Ses habitants ont dû être évacués. Si le feu arrive jusqu'ici, il ne faudra que quelques minutes pour que cette villa soit réduite en cendres. En attendant, son propriétaire part au plus pressé, mais sans grand espoir. Les flammes parcourent jusqu'à 4 km/h et les pompiers qui travaillent 20 heures par jour commencent à être épuisés. L'opinion publique américaine est bouleversée par un autre drame, celui d'une jeune gymnaste de 22 ans. Son rêve était de devenir championne. Les conseils de ses entraîneurs étaient de ne pas trop manger pour ne pas trop grossir. Elle est finalement morte d'épuisement sur un lit d'hôpital. Elle ne pesait plus que 23 kilos. Valérie Gagé. C'était une belle jeune fille, dynamique et musclée. Mais un jour, un juge imbécile lui a dit qu'elle était trop grosse pour jamais prétendre remporter une médaille olympique. Christy ne pesait pourtant que 43 kilos. La jeune gymnaste cessa alors de s'alimenter. Une pomme le matin pour 9 heures d'entraînement quotidien. À l'anorexie se sont ensuite ajoutées de graves crises de boulimie. La jeune femme avalait des kilos de nourriture puis se faisait vomir. Hospitalisée dans un centre de soins intensifs, elle a essayé de sortir de son calvaire. Je suis très fatiguée, disait-elle. Je sens que mon corps a besoin d'être nourri. Je veux manger. Je veux que tout ça s'arrête. Christy a d'abord semblé se remettre, mais son corps avait trop souffert. Elle est morte à 22 ans, ne pesant plus que 23,5 kg. Oui, les lettres
dans lesquels Christie a raconté son histoire, ont été envoyés à toutes les gymnastes américaines. En France maintenant, les inondations de ces dernières années, notamment dans le Vaucluse, n'ont apparemment pas servi de leçon aux campeurs. Des vacanciers et le patron d'un camping du Luberon font la guerre aux gendarmes qui veulent les expulser d'un site jugé dangereux. Marie-Pierre Sabiti. Depuis 5 jours, la maréchaussée veille à l'entrée du camping. Mission des gendarmes postés dans cette camionnette, dissuader les nouveaux arrivants de s'installer. Un arrêté préfectoral vient d'ordonner la fermeture du camping des Ramades, jugé dangereux à cause des inondations. Avec les orages, on craint que la rivière qui borde le camping ne sorte de son lit. Or, quelques vacanciers, une cinquantaine d'irréductibles, refusent de plier bagages. On n'a jamais vu le calavant monter depuis qu'on vient. D'ailleurs, il a plu toute la nuit, il n'a pas monté d'un centimètre. Alors... Il n'y a aucun danger. Pour nous, j'estime qu'il n'y a aucun danger. J'ai un enfant qui habite ici, et je travaille au pays, dans une entreprise de la région. J'estime qu'il n'y a aucun danger. Certains en ont même fait un point d'honneur face à des gendarmes quelque peu étonnants. Ce que je n'ai pas apprécié du tout, c'est que les façons d'intimidation de la part de ces gendarmes. Par exemple, ils sont allés demander à des gens combien d'enfants ils avaient, comment ils s'appelaient, quelle était la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. Et quand les gens demandaient à quoi ça sert, mais c'est pour les reconnaître quand on doit repêcher les cadavres. Messieurs les gendarmes, voilà ce qu'on appelle faire du zèle. De leur côté, les époux Bressange, gérants du camping, estiment que les règles de sécurité sont respectées. Les aménagements qu'on nous a demandés sont réalisés. Les aménagements peut-être nouveaux pourront être réalisés, mais encore faudrait-il qu'on nous les demande et qu'on puisse les calculer. Maintenant, pour l'instant, on n'a aucun calcul, aucune donnée là-dessus. J'y suis, j'y reste, c'est la devise des campeurs récalcitrants, alors que les rapports des experts confirment que l'endroit est dangereux. Un mot de Formule 1, sachez que c'est le Français Philippe Alliot qui remplacera sur McLaren Peugeot le Finlandais Häkkinen, qui a été suspendu pour le prochain Grand Prix de Hongrie, qui aura lieu dans 2 semaines à Budapest. Et puis le Tour de France à la voile s'est terminé aujourd'hui à Monaco. C'est le voilier Saint-Pierre et Miquelon qui remporte l'épreuve, un voilier qui est skippé par un Marseillais, William Érigoyen. On pourrait les appeler les Miguel Indurain de la mer, car quand ils prennent la tête du Tour de France, les hommes du Saint-Pierre et Miquelon ne la lâchent plus. Depuis qu'ils ont quitté Dieppe il y a tout juste un mois, le voilier n'a pas été distancé une seule fois. Et même s'ils n'ont pas gagné toutes les étapes, ces marins ont une force, la régularité. Et pourtant, ce Tour de France version 1994 n'a pas été de tout repos. En face, la concurrence a été rude, car parmi les 17 autres équipages, certains n'en étaient pas à leur coup d'essai, comme les Suisses de Ville de Genève, barrés par Christian Wall qui participait à leur 11e tour. Autre concurrent de taille, Bernard de Broc sur Passion Drôme, vainqueur de la course de l'Edec, de l'Obélix Trophy et du Grand Prix Prouesti. Sans oublier Serge Madec sur Athéna Assurance, qui sans sa contre-performance sur l'étape d'hier Fréjus-Villefranche-sur-Mer, aurait fini parmi les 5 premiers. Ce soir, en tout cas, les vainqueurs n'ont qu'une seule idée en tête, mettre le feu à la ville, mettre le feu, pourquoi pas, quand on a passé un mois sur l'eau. Voilà, après plusieurs semaines d'un suspense insoutenable, Lisa Marie Presley, la fille du roi Elvis, a levé le voile sur son idylle avec Michael Jackson. L'unique héritière du chanteur rock et son époux ont promis aux nombreux enfants qu'ils souhaitent avoir une vie douce et extrêmement dorée. Thierry. Un roi ne pouvait pas épouser autre chose qu'une fille de roi. Michael Jackson, le roi du clip, vient donc d'épouser Lisa Marie Presley, la fille du King. Une sacrée ressemblance. Désormais, elle s'appelle Madame Presley Jackson, état civil musicalement impressionnant. Le mariage, tenu secret jusqu'à maintenant, a été célébré à La Vega, en République dominicaine, le 26 mai dernier. Une union pour freiner les soupçons et redorer une image. Michael Jackson est toujours suspecté d'un éventuel attentat à la pudeur sur un mineur de moins de 13 ans. Celui qui aime le mystère, les grands hôtels, les enfants, les chirurgiens et les boissons gazeuses a donc craqué pour les beaux yeux de Lisa qui gère la fortune de son papa, plus de 100 millions de dollars. La fortune Jackson plus la fortune Presley, oncle Picsou va être jaloux. À 35 ans, Michael Jackson n'a jamais été marié alors que Lisa Marie, 26 ans, vient de divorcer et a 2 enfants. La femme enfant et l'homme enfant, qui devrait jouer bientôt au papa et à la maman, rêvent d'un peu de tranquillité et de beaucoup. Mais vous l'aviez peut-être deviné,
de beaucoup d'enfants, évidemment. Et puis toujours dans la série Les informations et les images qui comptent dans un journal télévisé, voici Kin et Jin. Ce sont les plus vieilles jumelles du monde. Elles sont japonaises et ces deux dames sont âgées de 102 ans chacune, bien évidemment, puisqu'elles sont nées le même jour. Elles ont fêté cela sur un bateau et dans la plus grande des formes. Avec un superbe sourire. Aucune allusion à l'épisode précédent, certes ils ne sont plus tout jeunes, mais à 50 ans passés, les Rolling Stones continuent de déplacer du monde, beaucoup de monde, plus de 80 000 personnes hier soir à Washington pour le premier concert de leur tournée mondiale, et un petit passage de Honky Tonk Woman pour les nostalgiques. Voilà, dans un instant, la météo servie également extrêmement chaud par Nathalie Riouet. Tous les indicateurs sont à la hausse, aussi bien les températures que le soleil. Il n'y a plus d'orage sur le ciel de France. À 20h50, toujours aussi torride, l'indomptable Angélique avec Michel Mercier et Robert Hossein. 22h15, donc, nous retrouverons Patrick Montel et Bernard Faure pour la rencontre d'athlétisme, la réunion d'athlétisme de Monaco. Et puis le dernier journal présenté par Florence Duprat aux environs de 23h50. Je vous retrouve demain à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée.